Pendant que tout le monde finit de se connecter, on va pouvoir débuter très, très tranquillement l'activité. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouveau webinaire du 22 octobre 2024 du Réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec, le RISIC. Mon nom est Marc-André Marguerite, je suis directeur exécutif pour le RISIC et je suis accompagné aujourd'hui de Mme Josée Côté et de Mme Céline Génard, qui sont toutes les deux directrices scientifiques pour le RISIC. Je vais pouvoir vous présenter notre conférencier dans quelques instants, mais avant, simplement vous informer ou vous rappeler que, comme lors de chacune de nos activités, vous pouvez utiliser la fonction QR, Q&A ou questions-réponses au bas de votre écran afin de poser vos questions à notre conférencier, et ce, tout au long du webinaire. Il va y avoir une période d'échange à la fin de l'activité et où je pourrai transmettre vos questions à notre conférencier. Donc, sans plus attendre, le webinaire d'aujourd'hui est intitulé Quelle stratégie de mise en œuvre priorisée pour favoriser l'adoption des meilleures pratiques? Perspective issue d'une revue systématique de 204 études, et il nous est présenté par M. Guillaume Fontaine. Donc, Guillaume Fontaine est professeur adjoint en sciences de la mise en œuvre et directeur du RISE Lab à l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill et chercheur principal au Centre d'épidémiologie clinique de l'Institut Lady Davis. Il est également infirmier-chercheur en sciences de la mise en œuvre au Centre de recherche en sciences infirmières à l'Hôpital général Juif. Professeur Fontaine détient une bourse de recherche Junior 1 du FRQS, soutenue par l'Unité de soutien au système de santé apprenant du Québec. Il est co-responsable national de la science de la mise en œuvre dans le réseau canadien des IRSC et de l'Agence en santé publique du Canada sur l'hépatite C, le réseau CANEPSI, et co-responsable national des méthodes dans le réseau canadien des IRSC de recherche sur les essais cliniques du VIH et des ITSS, le réseau CTN+. De plus, professeur Fontaine occupe des postes de chercheur invité à l'Institut Kirby de la University of New South Wales à Sydney et au Centre de recherche sur la mise en œuvre de l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa. Finalement, il est éditeur académique pour PLOS Global Public Health et éditeur invité pour l'International Journal of Drug Policy. Donc, merci beaucoup, M. Fontaine, d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole et je vous retrouve à la fin de l'activité pour la modération des échanges. Fantastique, merci beaucoup. Vous voyez toujours mon écran et vous m'entendez bien? Oui. Excellent. Donc, aujourd'hui, je discute avec vous. Ça fait grand plaisir de discuter des stratégies de mise en œuvre, des stratégies qui nous permettent de favoriser l'adoption de nouvelles pratiques, de nouveaux programmes, de nouvelles interventions cliniques et ultimement de promouvoir la qualité des soins. Je vais aussi aborder principalement les résultats d'une revue systématique qui a été récemment publiée, qu'on a menée au fil des dernières années. Donc, premièrement, quelques déclarations. Je reçois du financement de certains organismes qui sont affichés à l'écran. En termes de structure de la présentation, je vais faire une brève réintroduction à la science de la mise en œuvre. Ce sera très rapide pour les personnes qui sont déjà familières, mais quand même avoir un petit peu de quelques concepts fondamentaux qu'on va rediscuter. Ensuite, définir, classifier les stratégies de mise en œuvre avec différentes taxonomies qui existent. Après ça, discuter des effets des stratégies sur la pratique clinique et les résultats pour les patients. Discuter en même temps de quelle sorte de stratégie on devrait peut-être prioriser pour promouvoir l'adoption des meilleures pratiques. Ensuite, discuter de la sélection, de la conception, spécification et suivi des stratégies de mise en œuvre. Et ensuite, une période de discussion. Donc, pour débuter, une brève réintroduction à la science de la mise en œuvre. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la science de la mise en œuvre? Parce que depuis les dernières décennies, on a de nombreuses études qui démontrent des lacunes dans la qualité des soins qui sont reçus par les patients. Donc, de 30 à 40 des patients ne reçoivent pas les soins selon des données probantes et de 20 à 25 des soins prodigués sont même potentiellement nocifs. Plusieurs études aux États-Unis qui ont démontré ça, au Canada, puis aussi globalement avec une série d'articles dans The Lancet il y a quelques années. Il y a aussi énormément de gaspillage en termes de dépenses dans le système de santé. Aux États-Unis, par exemple, environ 25 des dépenses dans le domaine de la santé sont considérées comme du gaspillage dû à des soins qui sont, par exemple, superflus ou des soins qui sont inappropriés. Il y a aussi des écarts importants entre les données probantes et la pratique clinique dans différents domaines spécifiques. Il y a une grande revue systématique qui a été réalisée, je crois qu'elle a été publiée en 2022, donc sur l'utilisation inappropriée des pratiques cliniques au Canada par une équipe en Ontario. Puis globalement, on voit qu'environ 30 des soins qui sont reçus par les usagers du système de santé au Canada est considéré comme inadéquat. Ça inclut des pratiques diagnostiques thérapeutiques à travers différents secteurs cliniques pour tous les groupes d'âge, peu importe les villes, les provinces ou les territoires qui sont évalués.
Puis, je vous recommande de regarder cet article-là parce que ça démontre justement de manière un peu plus spécifique à quel niveau il y a des lacunes sur le plan des pratiques cliniques. Donc, qu'est-ce que la science de la mise en œuvre? C'est une spécialité multidisciplinaire qui recherche des connaissances généralisables sur les méthodes que l'on utilise pour soutenir l'intégration d'interventions de programmes de politique basés sur les données probantes dans les systèmes de santé. Ultimement, on veut améliorer la qualité, l'efficacité des services de santé. Donc, dans la science de la mise en œuvre ou Implementation Science, on va s'intéresser à vraiment développer nos stratégies. Quelles sont les meilleures méthodes pour évaluer les barrières et les facilitateurs? Quelles sont les meilleures méthodes pour développer des stratégies d'amélioration de la qualité des soins? Puis on s'appuie dans cette discipline-là sur des recherches en psychologie, en théorie des organisations, en sociologie, en économie comportementale et plusieurs autres disciplines. On peut voir aussi, j'ai fait une brève recherche sur PubMed pour voir toutes les publications mentionnant Implementation Science de 1990 à 2024. Vous pouvez voir à gauche l'augmentation assez significative depuis, je dirais, 2015 de l'intensité de la recherche dans ce domaine-là. Il y a au moins 5 types de lacunes qui justifient la science de la mise en œuvre. Le premier type de lacune qui est très commune en fait, c'est l'adoption lente de nouvelles interventions qui sont efficaces. Donc, par exemple, on a un nouveau vaccin, on a un nouveau médicament, on a une nouvelle application technologique, on a un nouvel type d'intervention de counseling qu'on peut mettre en œuvre. On sait que ces interventions-là ont des effets positifs. On a la difficulté à les intégrer dans les systèmes de santé. Donc, premier type de lacune. Deuxième type, l'adoption prématurée ou continue d'interventions inefficaces, inutiles ou nuisibles. On dit des soins de faible valeur. Donc, par exemple, j'ai une étudiante avec qui je travaille qui s'intéresse à la désimplémentation des mesures de coercition en santé mentale, vu les effets négatifs. Ensuite, l'incapacité à suivre les données factuelles qui émergent progressivement sur les interventions existantes. Donc, la façon dont on a des protocoles cliniques qui évoluent, on a des interventions qui évoluent, des données qui évoluent à propos de ces interventions et ces protocoles-là. Donc, on doit changer la manière dont les soins sont délivrés. Il y a aussi le quatrième type de lacune, variation injustifiée dans le niveau de la qualité des soins, qui est associé très souvent à des inéquités en matière de santé. Donc, des populations qui sont défavorisées ne vont pas bénéficier au même titre de certaines interventions que d'autres populations qui sont plus favorisées, qui ont des moyens socio-économiques plus élevés, par exemple. Et ensuite, il y a l'incapacité à suivre les changements dans l'éthique clinique aussi, qui justifie que l'on s'intéresse à la science de la mise en œuvre et aux méthodes et aux stratégies qui sont offertes par cette science-là. Lorsqu'on parle de la science de la mise en œuvre, du processus de recherche, puis de faire un projet de mise en œuvre, généralement, dans une étude clinique d'efficacité typique, on s'intéresserait à l'effet de la pratique basée sur les données probantes sur les résultats sur les patients. Dans le contexte de la science de la mise en œuvre, ce n'est pas ça vraiment qu'on fait. On s'intéresse plutôt à ce qui est entre les deux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va mettre en œuvre cette pratique, ce programme ou cette politique en pratique courante dans un hôpital, dans une unité de soins, dans une communauté. Quels sont les facteurs qui influencent la mise en œuvre? Donc, quelles sont les barrières et les facilitateurs à la mise en œuvre que l'on va cibler avec ces stratégies-là? Puis, l'hypothèse centrale de la science de la mise en œuvre, c'est que si on fait un bon travail pour identifier les barrières et les facilitateurs à la mise en œuvre, de manière très fondamentale, par exemple, les personnes manquent de connaissances ou d'habiletés pour délivrer une pratique clinique, puis on choisit les meilleures stratégies pour le contexte. Donc, on va améliorer les implementation outcomes, donc les résultats de mise en œuvre, comme l'acceptabilité, la faisabilité, la fidélité, les coûts, le fait que l'intervention soit perçue comme étant appropriée pour le contexte clinique, ce qui va améliorer les résultats sur les soins, puis ultimement améliorer les résultats sur la santé des patients. Donc, en sciences de la mise en œuvre, on s'intéresse vraiment, on a des méthodes qui touchent ce cœur-là un petit peu du processus de recherche. Donc, ensuite, si on fait un peu le saut vers les stratégies de mise en œuvre en tant que telles, donc la définition puis la classification des stratégies de mise en œuvre, qu'est-ce que c'est une stratégie de mise en œuvre? En anglais, on dit implementation strategy. Il y a aussi d'autres terminologies qui existent. On peut aussi utiliser le terme quality improvement strategy, donc une stratégie d'amélioration de la qualité des soins, ce qui peut être perçu comme étant, on peut le définir comme étant une action, une méthode ou une technique utilisée pour améliorer l'adoption, la mise en œuvre, la durabilité ou la mise à l'échelle d'un programme ou d'une pratique clinique. On peut parler d'une stratégie qui est dite discrète, donc c'est-à-dire une stratégie qui est unique. Par exemple, offrir des rappels
au personnel pour une pratique clinique donnée de faire des sessions de formation. En tant que tel, si on prend ces stratégies-là de manière isolée, ça serait une stratégie discrète. Donc, une seule stratégie. Puis, il y a des stratégies multifacettes ou qu'on appelle aussi des interventions de mise en œuvre qui combinent plusieurs stratégies ensemble dans un ensemble cohérent pour aborder soit plusieurs niveaux de changement, donc niveau du professionnel de la santé, niveau de l'unité de soins en tant que tel, niveau du patient, ou différentes barrières à la mise en œuvre en même temps. Donc, on a différents types de stratégies à ce niveau-là. Les caractéristiques des stratégies de la mise en œuvre, elles peuvent viser un éventail de parties prenantes. Les stratégies de mise en œuvre ou d'amélioration de la qualité des soins, comme on veut les appeler, peuvent viser les patients en tant que tels, peuvent viser les infirmières, les médecins, les gestionnaires, les décideurs au sein de l'hôpital, les décideurs qui sont même à l'extérieur de l'hôpital, donc dans le système de santé, jusqu'au ministère de la Santé et ainsi de suite. Puis aussi toutes les autres parties prenantes dans le système de la santé. Donc, c'est vraiment des stratégies qui peuvent avoir plusieurs objectifs. Puis le but, c'est de changer les comportements de toutes ces personnes-là, de changer les processus de mise en œuvre qui sont impliqués à différents niveaux pour qu'on puisse mettre en œuvre notre pratique, notre intervention, puis notre programme. Maintenant, c'est quoi qui existe comme liste de stratégies? Donc, il existe plusieurs listes de stratégies mises en œuvre ou taxonomies. Deux principales taxonomies qui existent, la taxonomie ERIC puis la taxonomie EPOC, qui ont été publiées la même année, donc en 2015. La première, ERIC, elle a été publiée par une équipe, Byron Powell, qui est un chercheur en sciences de la mise en œuvre qui est très réputé, qui est basé à l'Université de Washington-Saint Louis, aux États-Unis, au Missouri. Puis, il y a la taxonomie EPOC aussi. Je vais discuter brièvement un peu des deux, mais en débutant par la taxonomie ERIC. Donc, en gros, cette taxonomie-là, elle inclut 73 stratégies de mise en œuvre distinctes dans 9 domaines. Vous pouvez voir les 9 domaines à l'écran, puis je vais en discuter un peu plus en détail. Puis, en gros, ils ont fait l'effort, c'est des experts en sciences de la mise en œuvre qui ont regardé les données probantes, sur quel type de stratégie est efficace, qui se sont entendus aussi au sein de discussions de consensus entre experts sur les meilleures approches pour promouvoir l'adoption des pratiques basées sur des données probantes. Donc, ça a été publié dans différents articles. Puis maintenant, on a accès à cette liste-là de stratégies. Donc, si on regarde les sous-groupes de stratégies, on a des 9 domaines, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Donc, on a des stratégies qui sont dites évaluatives, itératives. On a des stratégies de soutien pour la mise en œuvre. On a des stratégies d'adaptation, de personnalisation au contexte. On a des stratégies qui visent le développement des relations entre les parties prenantes pour la mise en œuvre. On a des stratégies de formation, d'éducation qu'on connaît très bien en mauve. On a des stratégies de soutien aux professionnels de la santé, d'engagement avec les usagers. On a des stratégies financières, puis on a des stratégies de modification de l'infrastructure. Donc, je vais discuter un peu plus en détail de ces différents sous-groupes de stratégies-là. Stratégie du domaine 1, c'est des stratégies qu'on dit justement évaluatives et itératives. Vraiment, les 10 stratégies qui sont dans ce domaine-là de la taxonomie reposent sur des approches d'évaluation continue, de cycles de rétroaction visant à affiner, améliorer la mise en œuvre. Lorsqu'on vient mettre en œuvre un programme, une intervention, une politique et ainsi de suite, l'un des aspects les plus centraux pour l'efficacité de notre approche, c'est d'être agile, puis de ne pas avoir une approche qui est statique. Donc, de faire, par exemple, des cycles continus d'ajustement sur le plan de la mise en œuvre. Donc, on déploie une stratégie, on réévalue après ça si notre stratégie fonctionne dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, puis on fait les ajustements requis. Donc, il y a plusieurs de ces stratégies-là qui mettent l'accent justement sur la réévaluation, puis aussi la préparation minutieuse, l'évaluation du contexte. Donc, de regarder un peu c'est quoi les barrières et les facilitateurs avant de mettre en œuvre notre intervention et ainsi de suite. Certains des exemples les plus connus, je dirais, dans ce groupe de stratégies-là, c'est l'audit et la rétroaction, de faire des audits dans les dossiers, de fournir de la rétroaction au personnel, aux professionnels de la santé sur différents types d'interventions qui sont mis en œuvre ou ne sont pas mis en œuvre. Il y a aussi évaluer les besoins locaux. Donc, si on a une intervention qu'on veut déployer dans un hôpital, de faire des évaluations des besoins sur chaque unité, c'est une stratégie en tant que telle qui est assez efficace. Puis il y a aussi le fait de conduire des tests pilotes répétés, puis des ajustements répétés au processus de mise en œuvre. Donc, ça, c'est notre premier domaine de stratégie.
Deuxième domaine, mise à disposition de soutien interactif. En gros, ça nous dit que ce domaine-là de stratégie nous dit que si on met en œuvre une intervention qui a un certain niveau de complexité, eh bien on doit fournir un soutien technique approprié aux personnes qui délivrent l'intervention pour que la mise en œuvre soit efficace. Donc, on parle par exemple de la facilitation, d'avoir une personne externe qui vient sur l'unité de soins ou sur le milieu clinique pour offrir du soutien à la mise en œuvre d'une intervention clinique. On parle aussi de soutien technique qui peut être accessible par le biais d'un site Internet, d'un téléphone, d'une autre méthode qui est accessible pour les personnes pour avoir une assistance de proximité. Le troisième domaine de stratégie, c'est l'adaptation, la personnalisation au contexte. Ça nous dit en fait que souvent, eh bien, quand on a une approche pour la mise en œuvre d'une intervention, puis qu'on dit qu'on va faire de la formation, par exemple, du personnel, pour prendre un exemple assez simple, bien, on doit ajuster nos stratégies en fonction du contexte local, puis de ne pas assumer que toutes nos stratégies vont avoir la même forme, la même approche en fonction de toutes les unités de soins, par exemple, parce qu'il y a des besoins culturels, organisationnels, et ainsi de suite, qui nous pistent à savoir qu'on va devoir ajuster notre approche pour la mise en œuvre. Donc, en gros, il y a certaines stratégies dans ce domaine-là qui visent justement à personnaliser, donc tailor strategies, à promouvoir l'adaptabilité aussi, c'est-à-dire qu'on encourage les unités puis les contextes plus locaux à dire, vous pouvez ajuster les stratégies de mise en œuvre en tant que telles. Donc, ça, c'est des types de stratégies qui visent vraiment à encourager la flexibilité en contexte local pour la promouvoir pour promouvoir la mise en œuvre. Un domaine pour moi qui est je pense que le plus fondamental, qui est sous-utilisé souvent, c'est le domaine de développer les relations entre les parties prenantes pour la mise en œuvre. Il y a plusieurs peut-être stratégies dont vous avez entendu parler par le passé dans ce domaine-là, mais qui sont vraiment critiques, comme par exemple le fait d'identifier puis de préparer des champions, des leaders d'opinion qui vont être sur les unités de soins ou les différents milieux cliniques, qui vont avoir une influence positive sur le déploiement de l'intervention clinique. Donc, vraiment, désigner, former de manière appropriée les leaders d'opinion ou les champions, c'est vraiment fondamental. Le fait aussi, une autre stratégie que je trouve vraiment intéressante dans ce groupe-là, c'est d'avoir des discussions de consensus local, local consensus discussions. Donc, le fait de s'asseoir justement avec les parties prenantes d'une unité de soins, par exemple, avec des infirmières, des médecins, et ainsi de suite, puis ensemble de décider comment cette intervention-là fait du sens pour notre propre contexte clinique, puis aussi comment on va la mettre en œuvre, puis comment on va ajuster notre approche pour la mise en œuvre au sein de ce milieu clinique-là spécifique. Donc, d'avoir des discussions comme celle-là, c'est aussi assez important. Puis il y a aussi plusieurs autres stratégies dans ce domaine-là qui sont très intéressantes à considérer. Je vais passer assez rapidement sur ce domaine-là parce qu'on connaît très bien, mais tout ce qui est la formation du personnel, évidemment, on connaît bien ces types de formations-là. Il y a quand même ces types de stratégies-là. Il y a quand même certaines stratégies éducatives au sein de ce domaine-là qui sont sous-utilisées, comme d'avoir des stratégies train the trainer. Donc, d'avoir essentiellement une espèce de pyramide de formateurs plutôt que d'avoir un ou deux formateurs qui sont désignés. Donc, d'avoir une structure qui va nous permettre d'être plus agile sur le plan de qui est confortable à former les autres personnes aussi pour délivrer une intervention clinique, par exemple. D'avoir des réseaux d'apprentissage collaboratifs aussi, puis d'autres types de stratégies comme celle-là. Domaine 6, le soutien aux professionnels de la santé. Ça vise vraiment ce domaine-là à soutenir les cliniciens, les professionnels de la santé, les infirmières augmentant les données qui sont disponibles aux professionnels en lien avec l'intervention pour prendre des meilleures décisions. Ça peut être par le biais de partage de données cliniques, puis aussi ça peut être aussi par le biais de la révision des rôles professionnels. Donc, de dire que, par exemple, il y a certaines personnes au sein de ce milieu clinique-là qui vont être maintenant responsables de délivrer une intervention clinique, de réviser les rôles professionnels de cette manière-là. Puis aussi la création de nouvelles équipes cliniques, de réviser la façon dont les équipes cliniques sont composées. Donc, ça rentre dans ce domaine-là aussi. Le domaine 7, c'est l'engagement avec les usagers. Donc, on a quand même je vais en parler un peu plus tard, mais on a quand même beaucoup de données probantes qui nous démontrent que si, par exemple, au sein d'une unité de soins d'un hôpital, on engage les patients par le biais d'une stratégie de mise en œuvre ou d'amélioration de la qualité des soins, puis qu'on distribue, par exemple, un dépliant aux patients pour leur
de demander à leur infirmière de parler de la cessation tabagique, par exemple, que ça va avoir un effet sur la fréquence à laquelle, ultimement, les interventions de cessation tabagique vont être délivrées, puis le taux de cessation tabagique. Donc, des stratégies qui sont dites patient-mediated ou médiées par les patients, ça fait partie de ce domaine-là de stratégie. Donc, il y a quelques exemples dans ce domaine-là en lien avec ça. Donc, le fait d'intervenir avec les patients et les familles pour leur donner de l'information, les sensibiliser, les encourager à discuter de leurs besoins avec les professionnels de la santé et ainsi de suite, ça fait partie de ce groupe de stratégies-là. Deux derniers groupes, donc le domaine 8, les stratégies financières, donc en fait vraiment qui visent à changer la manière dont les fonds sont gérés en fonction avec une intervention ou un programme clinique donné. Il y a différents types de stratégies qui sont considérées au sein de ce domaine-là aussi. Et domaine 9, la modification de l'infrastructure. L'infrastructure qui n'est pas uniquement physique. Donc, oui, ça pourrait être, par exemple, de dire on veut, par exemple, accroître le lavage des mains dans une unité de soins. Donc, on va devoir positionner plus de stations de lavage des mains ou de distributeurs de gel pour le lavage des mains. Ça peut être, oui, ça compte dans l'infrastructure qu'on modifie, mais c'est aussi l'infrastructure légale, normative ou même organisationnelle qu'on peut changer. Donc, si par exemple, euh, il y a le fait qu'on veut changer les standards d'accréditation du personnel pour tel type d'intervention ou créer un nouveau type d'accréditation, par exemple, pour tel type d'intervention, et ainsi de suite. Ça pourrait faire partie de ce type de stratégie-là aussi. Donc, ça, en gros, c'est nos 9 domaines de stratégie de mise en œuvre. Puis, ce que je trouve assez intéressant, c'est que ces chercheurs-là, ils ont aussi fait l'exercice de prendre les 73 stratégies au complet, puis de demander à des experts de noter ces stratégies-là en fonction de leur faisabilité, puis de leur importance, et ce, peu importe le contexte clinique. Donc, les stratégies qui se retrouvent dans le cadran vert sont celles qui sont jugées de manière générale par les experts comme étant les plus faisables, puis les plus importantes à considérer en premier lorsque on vient à planifier un projet de mise en œuvre. Donc, on parle, par exemple, de certaines stratégies dont on a déjà discuté un peu. Donc, conduire une évaluation des besoins locaux en lien avec une intervention ou une pratique clinique spécifique. Évaluation de l'état de préparation au changement de l'unité de soins ou de l'hôpital, d'évaluer en même temps les barrières et les facilitateurs. L'audit puis la rétroaction aussi, de conduire des discussions de consensus local quant à savoir comment exactement qu'une intervention ou une pratique clinique donnée va être intégrée en pratique courante au sein d'un milieu spécifique. Puis aussi de développer un implementation blueprint. Puis ça, c'est d'avoir vraiment un template qui va nous dire comment est-ce qu'on doit mettre en œuvre une intervention. Puis souvent, ça, c'est une étape qui peut être escamotée, mais ça devrait être fait après qu'on ait évalué l'état de préparation au changement, les barrières et facilitateurs. On devrait fournir un blueprint qui nous détaille vraiment c'est quoi une approche qui est dite optimale pour la mise en œuvre d'une intervention donnée. Maintenant, si on regarde de manière un peu plus spécifique, quelles sont les stratégies qui ont des effets peut-être plus importants sur la pratique clinique puis les résultats pour les patients? Donc, on a réalisé, mes collègues et moi, au fil des dernières années, une revue systématique et méta-analyse sur l'effet des stratégies de mise en œuvre sur la pratique infirmière, puis les résultats patients. On a regardé de manière plus spécifique 19 stratégies issues de la taxonomie EPOC qui vise directement la pratique des professionnels de la santé. Donc, on voulait, oui, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, on a des interventions qui sont dites financières, on a des interventions organisationnelles, on a des interventions qui sont un peu plus larges dans le domaine de la science de la mise en œuvre. Mais ces stratégies-là qui sont présentées à l'écran s'adressent de manière vraiment plus spécifique à la pratique clinique des professionnels de la santé. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ces 19 stratégies-là pour évaluer un peu quelle était leur efficacité. Les différentes stratégies en tant que telles, vous pouvez voir, il y a différents groupes. Groupe 1, la formation dite plus individuelle des professionnels de la santé, donc la distribution de lignes directrices ou de guides de pratique clinique, la distribution de matériel éducatif. On a aussi regardé les jeux éducatifs. On a regardé les visites de formation académique aussi. Par exemple, une personne externe qui s'en vient faire de l'éducation auprès d'une infirmière pour lui montrer plus spécifiquement ou la coacher sur comment faire une intervention clinique.
On a ensuite regardé les interventions de formation de groupe des cliniciens, donc les sessions de formation, les réunions éducatives. On a regardé aussi l'effet des communautés de pratique. On a regardé la formation interprofessionnelle. Donc, si on a des sessions de formation qui ne sont pas uniquement avec des infirmières, mais qu'on inclut, par exemple, aussi justement des médecins, des pharmaciens, et ainsi de suite, est-ce que ça peut avoir un effet différent que d'avoir des sessions de formation qui sont seulement unidisciplinaires? On a aussi regardé l'effet des rappels. Donc, des rappels au point de vraiment, par exemple, à l'ordinateur, un pop-up, vous devez prendre une prise de sang ou ce protocole-là doit être fait de telle manière, par exemple, ou cette intervention-là doit être faite de telle manière. On a aussi regardé l'effet des interventions médiées par les patients dont je discutais un peu plus tôt. On a regardé l'effet de la publication des données de performance. Donc, par exemple, le taux de prescription des antibiotiques dans tel hôpital qui est diffusé à l'externe. Est-ce que ça peut avoir un effet sur la pression de réduire le nombre de prescriptions d'antibiotiques? On a regardé aussi le fait d'avoir une supervision de la part des gestionnaires qui est plus étroite avec le groupe 6. Puis, on a regardé différents types de stratégies liées à l'audit et la rétroaction, donc avec différentes sous-catégories d'intervention. On a regardé les interventions personnalisées, donc c'est-à-dire les interventions dans le contexte desquelles on a évalué premièrement, des fois avec un sondage, des fois avec un questionnaire, des fois avec des entrevues ou avec des discussions avec les infirmières, les médecins, quelles sont les barrières et les facilitateurs à la mise en œuvre d'une intervention. Puis après ça, quelles sont les meilleures stratégies pour répondre à ces problèmes-là. Donc ça faisait partie du groupe 8. Puis enfin, on a regardé l'effet des leaders d'opinion locaux, donc l'effet des champions sur la qualité des soins. En termes des études que l'on a incluses, on a inclus 204 études qui ont été réalisées principalement dans des pays à revenus élevés, donc aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, des pays en Europe aussi. La plupart des études étaient basées à l'hôpital, donc 68 des études étaient à l'hôpital. Il y a aussi des études qui étaient en soins primaires, dans les maisons, dans les CHSLD ou leur équivalent, en communauté aussi, quelques études également. Si vous regardez aussi cet aspect-là du tableau, vous pouvez voir c'est quoi les principales pratiques exemplaires qui étaient visées dans le cadre des 204 études. Donc, dans 23 des études, c'était plusieurs pratiques cliniques différentes qui étaient visées dans le contexte de l'étude. Donc, il y avait différentes choses qui étaient visées. Euh, Ensuite, on avait aussi ce qui était principalement visé, c'est le counseling, les interventions de counseling, d'enseignement aux patients aussi qui étaient souvent visées. Les pratiques de prévention, contrôle des infections étaient aussi fréquemment visées. L'évaluation de l'examen physique, autrement dit, était aussi fréquemment visée. L'administration de la médication, la documentation des soins, la coordination des soins, le dépistage, et ainsi de suite. Donc, on peut voir le reste des types d'interventions qui étaient ciblés. Quelles étaient les stratégies de mise en œuvre les plus fréquemment utilisées? Donc, si je vous avais demandé, si j'avais fait un questionnaire, puis je vous avais demandé de répondre, potentiellement, vous m'auriez dit la formation qui aurait été le plus utilisée. Donc, effectivement, ce qui a été le plus utilisé à travers toutes ces études-là, c'est les réunions ou les sessions de formation éducative, les sessions de formation. Ensuite, on avait la distribution de matériel éducatif dans 145 études. Ensuite, la distribution de guides, lignes directrices de pratique clinique dans 64 études. Les rappels au personnel dans 43 études. L'audit et la rétroaction, 38 études. Les visites de formation de la part d'une personne externe sur une unité de soins pour coacher une infirmière, donc le Educational Outreach. Les interventions personnalisées, comme je discutais un peu plus tôt, qui incluent l'évaluation des barrières et facilitateurs, puis la sélection des meilleures stratégies vu le contexte. Les champions, les interventions médiées par les patients. Puis après ça, vous pouvez voir que plusieurs autres stratégies étaient à peine utilisées. Donc, il y a vraiment une concentration extrêmement importante des stratégies de mise en œuvre sur la formation du personnel, ce qui fait du sens parce que c'est généralement aussi ce que l'on connaît. Mais ça nous dénote aussi qu'il y a un vaste éventail de stratégies qui sont sous-utilisées, que l'on pourrait aussi considérer lorsqu'on déploie nos stratégies puis nos plans de mise en œuvre de différents projets, différentes interventions.
On a aussi regardé c'est quoi les stratégies qui sont les plus fréquemment combinées ensemble. Donc, ce qui n'est pas surprenant, dans 105 études, des educational meetings puis educational materials étaient fréquemment combinés. Donc, les rencontres éducatives, le matériel éducatif, évidemment, vont de pair, puis étaient souvent combinés ensemble. D'autres choses qui étaient combinées avec les rencontres éducatives, souvent les lignes directrices cliniques, Clinical Practice Guidelines, les rappels, l'audit and feedback, l'educational outreach, les interventions personnalisées, tailored interventions, puis les champions. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une concentration, encore une fois, avec les interventions de formation. Puis, il y a plusieurs types de combinaisons de stratégies qui n'ont jamais vraiment été, en tout cas à notre connaissance, puis dans la littérature, qui n'ont jamais vraiment été examinées pour voir si ça pourrait être efficace ou pas. Maintenant, si on regarde, c'est quoi les effets des stratégies globalement que l'on a observées par le biais des méta-analyses? Donc, en gros, ce qu'on voit, puis là, je vais y aller de haut en bas. Donc, si on voit any implementation strategy versus no, ça, c'est-à-dire si on met une stratégie de mise en œuvre, si on déploie une stratégie de mise en œuvre, comme par exemple la formation, l'audit and feedback et ainsi de suite, versus aucune stratégie, c'est quoi l'effet sur la pratique clinique, puis les résultats patients? Donc, on peut voir que il y a quand même une taille d'effet, donc de 0,94, puis 1,99, donc des tailles d'effet assez importantes sur la pratique clinique. Donc, en gros, faire quelque chose, c'est mieux que faire rien. Fait que déjà, ça, c'est un point de départ. Ensuite, on peut voir des résultats sur les outcomes patients qui sont un peu plus mitigés. Donc, ça, c'est les deux cellules un peu qui sont vers la droite. Donc, ce que ça nous dit, c'est que c'est plus difficile d'avoir des outcomes patients parce que ça veut dire que pour qu'on améliore la santé des patients, il faut ultimement que les infirmières changent leur pratique, puis aussi d'autres facteurs contextuels qui peuvent influencer le fait que, ultimement, la santé des patients soit améliorée dans le contexte de ces études-là. Mais on a des petites tailles d'effet, euh, je dirais des plus petites tailles d'effet sur la santé des patients, ce qui est attendu, je dirais. Ensuite, on a regardé la deuxième ligne, multifaceted strategies versus single. On a regardé est-ce que c'est plus efficace d'avoir des stratégies qui sont multifacettes, donc de combiner sessions de formation, audit and feedback, des champions, et ainsi de suite, versus juste faire des sessions de formation. C'est quoi la différence? En gros, on a une petite taille d'effet en faveur des stratégies qui combinent de multifacettes, donc qui combinent plusieurs stratégies. Puis, on a aussi petite taille d'effet sur les outcomes patients. Donc, ça peut nous faire croire que ça serait préférable d'avoir des stratégies multifacettes versus une seule stratégie. Ensuite, je dirais que pour ce qui est de la formation en groupe et la formation individuelle, il y a des résultats qui sont relativement similaires. Il n'y a pas d'énormes différences entre la formation de groupe et la formation individuelle. Je dirais qu'une des choses qu'on a regardé, qu'on a observé dans le contexte de la formation plus spécifiquement, c'est que la formation individuelle, évidemment, permet d'améliorer les connaissances, les habiletés, l'efficacité personnelle de l'infirmière par rapport au fait ou, ou non est-ce qu'elle va mettre en œuvre la pratique. Mais il y avait un aspect positif supplémentaire de la formation de groupe qu'on a observé dans le cadre de la revue systématique, qui était que la formation de groupe affectait positivement la perception des normes sociales euh, en lien avec la pratique visée. C'est-à-dire que ça renforce la capacité la perception des infirmières que leurs pairs ont une perception positive de la pratique clinique donnée aussi, de faire des formations en groupe. Mais en gros, les formations en groupe, formations individuelles ont des résultats similaires positifs sur la pratique clinique et les résultats patients. Pour ce qui est des rappels, donc la suite du tableau, la première ligne en haut ici, donc de faire des rappels versus de ne pas faire de rappels, on a des effets quand même assez importants, je dirais. Vous pouvez voir la cellule qui est en bleu sur la pratique clinique. C'est en termes d'ampleur d'effet, c'est l'ampleur la plus importante, les rappels au point de service. Sur la pratique clinique. Puis on a aussi, en fait, des rappels pour l'autre type de stratégie plus bas, Patient-Mediated Intervention. Mais ce que je voulais attirer l'attention, c'est que peut-être les rappels sur le plan des outcomes patients ont un peu moins d'évidence. Donc, un odds ratio de 1, c'est un odds ratio qui est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet sur la pratique clinique. Donc, il y a un peu de variabilité, pas sur la pratique clinique, sur les résultats patients, pardon. Donc, ce que ça nous démontre, c'est qu'il y a peut-être des enjeux un peu par rapport à la traduction
euh, de l'amélioration de la pratique clinique vers les bénéfices pour les patients aussi, comme je le disais un petit peu plus tôt. On a aussi des effets pour les interventions qui sont médiées par les patients sur la pratique clinique, donc la deuxième ligne du tableau. La stratégie sur laquelle je voulais attirer un peu plus aussi votre attention, c'est l'audit and feedback, donc la troisième ligne. On a des effets qui sont pratiquement, on a quelques effets sur la pratique clinique, mais les effets de l'audit and feedback, c'est des effets qui sont un peu plus mitigés. Puis, une des raisons pour lesquelles je crois que ça se passe, puis peut-être que je serais intéressé de voir qu'est-ce que vous en pensez, mais l'audit and feedback a été une stratégie généralement qui a été plus étudiée beaucoup avec la pratique médicale. Donc, par exemple, à la prescription d'antibiotiques, à la prescription de différents médicaments. Puis, on fournit un feedback individuel euh, aux médecins par rapport à ça. Je pense que dans le contexte, par exemple, de la pratique infirmière, le fait qu'on donne du feedback, notre feedback, il n'y a pas le même effet individuel que sur, par exemple, la pratique d'un médecin qui pratiquerait en isolation, par exemple, puis après ça, voit la comparaison de comment ses pairs prescrivent un antibiotique, puis après ça, lui s'ajuste en fonction de ça dans son rapport. Tandis qu'une infirmière, elle, pratique dans un contexte social, puis sur une unité de soins. Donc, l'effet du feedback est moins, je dirais, comme dilué, si on veut, au sein peut-être des autres personnes, parce que l'infirmière peut aussi se comparer dans son day-to-day avec la façon dont les autres personnes travaillent au sein de l'unité de soins, peut-être davantage qu'un médecin qui travaille en soins primaires ou ainsi de suite. Donc, je pense que c'est intéressant de peut-être nuancer un peu l'efficacité de la stratégie d'audit and feedback pour dire oui, ça peut être efficace, mais il y a quand même des limites à ça. Ainsi de suite. La stratégie qui est la plus efficace de ce qu'on a vu dans le contexte de la revue systématique pour ce qui est des résultats patients, c'est les interventions personnalisées ou tailored intervention. Donc, l'avant-dernière ligne, avec des effets assez importants sur la pratique clinique en tant que telle, l'amélioration de la pratique clinique, puis aussi les résultats pour les patients. Donc, ça, c'est assez important à considérer. Donc, en gros, c'est quoi un peu les take-home messages pour l'effet des stratégies? Donc, les stratégies discrètes et multifacettes à travers la revue systématique montrent des effets positifs sur l'adoption des pratiques exemplaires, une grande variabilité entre les stratégies parce qu'il y a des facteurs contextuels, il y a un différent design des stratégies aussi, puis il y a différentes mesures, différents types de mesures qui sont utilisées dans le contexte des études. Les stratégies multifacettes qui combinent plusieurs stratégies, comme par exemple l'éducation, les rappels, les audits, les leaders d'opinion, et ainsi de suite, surpassent ou semblent surpasser l'efficacité des stratégies simples pour améliorer la pratique clinique et les résultats patients. Les stratégies éducatives, individuelles et de groupe ont des effets positifs sur la pratique clinique et résultats, permettent d'améliorer aussi les attitudes, connaissances, compétences, l'efficacité personnelle, les normes sociales lorsqu'elles sont en groupe. Les stratégies qui incluent des rappels sont très efficaces pour soutenir la pratique clinique. Par contre, la traduction pour les bénéfices pour les patients est peut-être un peu plus complexe. Les stratégies d'audit et rétroaction, audit and feedback, semblent avoir, comme je disais, des résultats un peu plus mitigés. Peut-être, de ce qu'on a vu, beaucoup plus efficaces lorsqu'elles sont intégrées dans des stratégies multifacettes plutôt que si on fait seulement de l'audit and feedback. Puis, les stratégies personnalisées visant les barrières et facilitateurs au niveau local semblent plus efficaces pour améliorer la pratique en ciblant les obstacles et les facteurs plus contextuels. Donc maintenant, un bref mot pour terminer sur la sélection, puis la conception, spécification et suivi des stratégies de mise en œuvre. En gros, on sait qu'une liste de stratégies que je vous ai présentée, il y a plusieurs options qui existent. Euh, Comment on fait pour sélectionner nos stratégies? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de stratégie correcte qui est applicable à tous les barrières et facilitateurs. Il est vraiment préférable de regarder c'est quoi nos barrières et facilitateurs, puis de sélectionner nos stratégies qui sont les plus appropriées. Si on fait un peu une analogie culinaire, on cuisine un carré d'agneau, on a plusieurs herbes, épices qui peuvent être utilisées. Certaines combinaisons, on sait, qui vont rendre assez bon, d'autres un peu moins. Est-ce qu'on mélangerait le plus d'ingrédients possible en espérant que le mieux, plus d'ingrédients égale mieux? Probablement pas. Est-ce qu'on inventerait nous-mêmes les ingrédients? On pourrait, mais on ferait pas mal d'essais-erreurs. Donc, en gros, on peut s'appuyer sur ce qu'on connaît déjà. Puis, l'idée des stratégies de mise en œuvre, c'est un peu ça, c'est de sélectionner les ingrédients, entre guillemets, qui sont les mieux adaptés pour traiter des principales barrières en nous appuyant sur les connaissances qui sont existantes. Donc, quels sont justement les facteurs qu'on prend en compte pour choisir nos stratégies?
Des stratégies, je dirais les principaux facteurs qu'on va prendre en compte pour sélectionner nos stratégies, c'est premièrement les barrières et facilitateurs. Donc, est-ce que les personnes qui vont délivrer l'intervention manquent de connaissances? Est-ce qu'ils manquent d'habileté? Est-ce qu'il y a des normes sociales défavorables au sein de l'unité de soins? Est-ce que la culture organisationnelle n'est pas tout à fait favorable? Est-ce qu'au contraire, la culture organisationnelle est très favorable, puis il faut miser sur ça? Est-ce qu'il manque de soutien technique? Est-ce qu'il faut changer l'infrastructure? Donc, en gros, tous ces facteurs-là, il faut les considérer. Il faut aussi un peu réfléchir aux mécanismes d'action des stratégies. Donc, si on fait de la formation, ça augmente les connaissances, ça augmente les habiletés, ça peut affecter les normes sociales et ainsi de suite, mais ça ne va pas augmenter le soutien technique qui est offert au personnel pour déployer une intervention. Donc, il faut quand même être réaliste, puis réfléchir un peu à quels sont les mécanismes d'action des stratégies qu'on sélectionne. Puis ça vaut la peine de réfléchir un peu plus longtemps à ça. On peut regarder aussi, on peut considérer les données empiriques. Donc, tout ce que je vous ai présenté par rapport à l'efficacité des différentes stratégies, on a des données qui existent par rapport à quelles stratégies peuvent être un peu plus efficaces. Donc, ça devrait être considéré aussi dans le processus de sélection des stratégies. Il faut aussi considérer les ressources disponibles. Donc, est-ce qu'on a les moyens, évidemment, financiers, humains, matériels disponibles pour déployer une stratégie en tant que telle, oui ou non? Ça, évidemment, c'est super important à considérer. Considérer ultimement la faisabilité pratique organisationnelle des stratégies que l'on propose. Donc, en gros, on devrait y aller un petit peu dans le processus que je présente à l'écran. Donc, regarder nos barrières facilitateurs, considérer les stratégies disponibles, quels seraient les effets des stratégies, considérer les données par rapport à leurs effets, considérer par la suite qu'est-ce qui est faisable pour le contexte. Différentes méthodes qui ont été proposées pour sélectionner, développer des stratégies. Il y a des approches qu'on dit un peu plus structurées pour pouvoir développer des stratégies. Je vais vous en présenter une plus particulièrement. Mais en gros, il y a différents articles que je mets à l'écran que si vous voulez lire un peu plus, vous pouvez aller voir différentes méthodes pour proposer la sélection des stratégies. Mais celle qui est, je trouve, assez simple puis assez concrète, que j'utilise souvent, c'est le modèle de French, donc vraiment qui est en 4 étapes. Une fois qu'on a identifié un peu l'écart entre la théorie et la pratique, puis on sait quel type d'intervention clinique on veut mettre en œuvre, la première étape, c'est de réfléchir à qui doit faire quoi différemment. Est-ce que l'infirmière doit changer son comportement? Est-ce que c'est le patient qui doit faire quelque chose de différent? Est-ce que c'est le médecin, le pharmacien? Est-ce que c'est le gestionnaire de l'unité? Et ainsi de suite. Une fois qu'on a ciblé un peu nos acteurs clés, on peut évaluer nos barrières et facilitateurs. Puis, dans le cadre de la science de la mise en œuvre, on a différents questionnaires qu'on peut utiliser pour regarder les barrières et facilitateurs, ou faire des entretiens, ou faire des groupes de discussion. Puis, on peut faire ressortir un peu nos barrières et facilitateurs. Puis, ce n'est pas un processus qui va prendre nécessairement 6 mois. L'idée, c'est qu'on fasse une évaluation des barrières facilitateurs qui est pragmatique en fonction du contexte, puis qui tient compte des ressources. Donc, ça peut être un questionnaire qu'on distribue qui prend quelques minutes à remplir, comme ça peut être quelques groupes de discussion qu'on a avec les représentants de l'unité. Puis la troisième étape, ben là, c'est de réfléchir aux stratégies que je vous ai présentées, puis quelles sont les stratégies qui sont adaptées en fonction du contexte. Il y a différents outils qui existent qui peuvent nous aider à lier les stratégies qui sont dans la colonne de gauche dans ce tableau-là aux différentes barrières et facilitateurs qui existent. Donc, le lien, je l'ai mis à l'écran, là, le cferguide.org Choosing Strategies. Donc, il y a une matrice qui est présentée sur ce site web-là qui peut nous aider à voir, par exemple, si on a une barrière qui est vraiment liée au manque de connaissances ou des normes sociales défavorables au sein de l'unité, puis on veut choisir c'est quoi la meilleure stratégie. Il y a des experts qui se sont penchés sur la question pour nous aider à sélectionner les stratégies qui sont les plus prometteuses aussi. Donc, par exemple, si on a une barrière qui a été évaluée qui est low reflecting and evaluating, il n'y a pas par exemple, de feedback quantitatif, qualitatif ou à propos du progrès puis de la qualité du processus de mise en œuvre. Il n'y a pas de debriefing au sein des unités de soins par rapport au processus de mise en œuvre. Bien là, il pourrait nous fournir, l'outil que je vous ai présenté pourrait nous fournir la stratégie suivante, les différentes stratégies suivantes en fonction de la barrière que vous avez insérée dans la matrice. Donc ça, c'est une manière aussi de réfléchir à la sélection des stratégies, c'est d'utiliser ces outils-là qui existent aussi. Ce qui est intéressant aussi de faire, c'est de lier un peu nos barrières à nos stratégies
puis à nos résultats. Donc, de penser au fait que oui, par exemple, on a un déficit d'habilité chez le personnel en fonction de telle intervention. On veut faire de la formation, de l'éducation, ça c'est notre stratégie. Notre stratégie va avoir un mécanisme qui est d'augmenter justement les habiletés et les connaissances. Puis ça va nous permettre qu'il va y avoir une plus grande fidélité à la pratique clinique en tant que telle parce qu'elle va être mieux déployée au sein d'un contexte clinique donné. Donc, de réfléchir un peu à cette matrice-là de manière relativement simple, ça peut être assez intéressant. Donc, de réfléchir à nos principales barrières qu'on avait au sein du milieu, réfléchir à nos principales stratégies, c'est quoi un peu nos mécanismes, puis qu'est-ce que ça va avoir comme effet. Donc, ça, c'est une méthode aussi intéressante pour ça. Il y a un exemple que je trouve intéressant aussi qui opérationnalise la méthode des 4 étapes que je vous ai présentées dans l'article à l'écran. Donc, une intervention qui a été faite pour favoriser la mise en œuvre puis l'adoption du dépistage. Puis, il montrait un petit peu donc, il y avait à faire quoi dans la première étape. Ensuite, pour identifier les barrières et facilitateurs, ils ont réalisé certaines entrevues avec des patients puis des professionnels de la santé. Puis, ils montraient également qu'est-ce qui était. Eux, ils avaient décidé de faire ce projet-là en contexte de partenariat avec une équipe de recherche, mais ils montraient un peu c'est quoi les responsabilités entre les patients, les professionnels, puis l'équipe de recherche tout au long du processus de mise en œuvre. Puis aussi préciser que c'est pas toujours dans un contexte de recherche, évidemment, qu'on doit utiliser ces méthodes-là. Donc, dans le cadre, oui, ça peut être dans le contexte d'une étude de recherche, mais on peut tout aussi utiliser ces méthodes-là dans le contexte d'un projet d'amélioration de la qualité des soins, d'un projet de mise en œuvre qui ne serait pas fait dans un contexte aussi scientifique. Donc, je pense que ça, c'est un bon exemple à regarder, cet article-là aussi. Deux autres exemples. Une autre méthode qui existe pour développer des stratégies de manière plus détaillée un peu pour la stratégie de mise en œuvre, c'est une méthode qu'on appelle Implementation Mapping. Donc, il y a 5 étapes. Je ne vais pas en discuter vraiment en détail, mais je voulais seulement apporter votre attention sur ces exemples-là si vous voulez en apprendre davantage. En terminant, je voulais brièvement discuter du besoin de mieux spécifier les stratégies que l'on sélectionne, puis de suivre les stratégies de mise en œuvre que l'on utilise aussi tout au long de la mise en œuvre. Mieux spécifier parce que c'est important de définir clairement les stratégies que l'on utilise pour qu'on soit vraiment tous et toutes sur la même longueur d'onde, euh, mais aussi pour qu'on puisse savoir quelles sont les stratégies qui ont été utilisées lorsqu'on veut redéployer une intervention clinique dans un nouveau milieu, dans un nouveau contexte clinique, par exemple, puis on veut savoir c'est quoi les stratégies qui ont eu du succès, qui avaient été utilisées dans le contexte précédent. Puis ça peut aussi nous aider évidemment pour la dissémination des connaissances scientifiques, d'avoir une spécification très claire des stratégies que l'on utilise. Puis je vais vous montrer un outil pour ça. Puis, il y a aussi le besoin de mieux suivre les stratégies que l'on utilise tout au long du processus de mise en œuvre. Par exemple, je donne un exemple. Je travaille en Australie sur un projet, un programme national de dépistage pour l'hépatite C. Puis, on suit c'est quoi les stratégies de mise en œuvre qu'on a utilisées tout au long du projet sur 3 ans. Par exemple, au début du projet, on a fait beaucoup de formation, puis on faisait des stratégies d'assurance de la qualité des soins, puis on faisait de l'audit and feedback. Après ça, une fois qu'on a passé ce petit bout-là initial, ben, on a un peu notre phase de maintenance du programme, puis il y a d'autres types de stratégies qui ont été déployées. Donc, c'est intéressant de vraiment suivre un peu comment nos stratégies de mise en œuvre évoluent tout au long du projet. Pour mieux spécifier les stratégies, donc si on dit qu'on va faire, par exemple, une stratégie de mise en œuvre donnée, on sélectionne qu'on va faire de la formation ou qu'on va faire de l'audit and feedback des champions ou ainsi de suite. C'est important de réfléchir justement à qui va délivrer la stratégie, comment exactement, sur quelle période temporelle, puis pourquoi on veut la déployer également. Puis un exemple de ça, c'est de ce modèle-là appliqué à l'audit and feedback. Ben, ça serait de dire, OK, on veut faire de l'audit et la rétroaction. L'audit et la rétroaction consiste à collecter des données sur la performance des professionnels de la santé, comparer les résultats avec les standards ou les objectifs, fournir un retour personnalisé. Qui va faire l'audit et qui va être la cible de l'audit en tant que tel aussi avec l'acteur? Quels types d'actions spécifiques vont être faites?
la cible de l'action, fait que les pratiques infirmières, la conformité, par exemple, avec les protocoles d'administration de médicaments, la temporalité, donc chaque mois après l'audit des performances mensuelles, la dose, donc une session mensuelle de rétroaction avec des audits pendant tous les mois pendant 6 mois. Puis aussi de réfléchir un peu à pourquoi on a choisi cette stratégie-là au bout du compte. D'avoir une justification qui peut être empirique, donc scientifique. Donc, on a vu dans la littérature, avec les revues systématiques, que cette stratégie-là de mise en œuvre était relativement efficace, donc on s'intéressait à l'intégrer. Puis aussi, on peut avoir une justification pragmatique de notre stratégie parce que, par exemple, cette stratégie-là était facile à déployer avec les ressources existantes au sein de l'équipe de qualité. Puis finalement, pour mieux suivre un peu les stratégies de mise en œuvre, il y a différents outils qui existent, qui sont présentés à l'écran. Donc, par exemple, de décrire c'est quoi les stratégies de mise en œuvre que l'on planifie, puis de décrire aussi, de monitorer c'est quoi les barrières et les nouvelles stratégies, les barrières qui émergent au fil du processus de mise en œuvre, mais aussi les nouvelles stratégies qui émergent. Puis aussi de documenter la modification des stratégies existantes. On doit dire, on avait prévu de faire telle session de formation 5 fois, par contre, on a dû ajuster pour telle raison. Donc, vraiment de documenter la modification de stratégie au bout du compte. Puis, euh, c'est important pour l'application des efforts de mise en œuvre, comme je disais un peu plus tôt. Donc, en conclusion, de nombreuses stratégies de mise en œuvre sont disponibles. On a des données probantes qui soutiennent l'efficacité de plusieurs de ces stratégies. Plusieurs stratégies existent, mais il n'y a pas un magic bullet. On doit réfléchir à quelle est la meilleure stratégie pour le contexte donné. Toutefois, les stratégies multifacettes, celles qui sont adaptées au contexte organisationnel, se révèlent dans la littérature plus efficaces pour améliorer la pratique clinique et les résultats pour les patients. La science de la mise en œuvre, on a un éventail d'outils dans ce domaine-là qui peut orienter la sélection, l'adaptation des stratégies au contexte clinique. Pour moi, le succès repose sur l'utilisation de ces outils-là pour guider le développement des stratégies, mais aussi de collaborer avec une équipe d'experts ou un expert en sciences de la mise en œuvre pour maximiser l'impact, la durabilité des stratégies. Pour moi, c'est important aussi d'être au fait de l'éventail des stratégies disponibles, puis juste d'être au courant, par exemple, qu'on a une taxonomie avec 73 différentes stratégies ou l'autre taxonomie que je vous ai présentée dans le cadre de la revue systématique avec 19 stratégies. Ça ouvre les horizons aussi sur les possibilités, puis les différentes stratégies qui sont peut-être sous-utilisées dans le contexte organisationnel à un moment donné. Puis c'est aussi important de faire un suivi puis une évaluation continue pour ajuster les stratégies en temps réel, puis ajuster vraiment notre approche pour la mise en œuvre euh, d'une intervention, d'un programme ou d'une pratique clinique. Donc, en terminant, je voulais brièvement présenter mon équipe. Donc, je dirige le RISE Lab à l'Université McGill, puis au sud du centre-ouest de l'île de Montréal. Donc, vraiment, notre équipe s'intéresse à la science de la mise en œuvre pour promouvoir l'engagement dans les services de santé, l'efficacité des services de santé, puis l'équité des services de santé. On a une super équipe où est-ce que des étudiants à la maîtrise, au doctorat, post-doctorat sont supervisés. Puis, on offre des consultations, par exemple, aussi pour les méthodes en sciences de la mise en œuvre en contexte organisationnel ou de recherche. Puis, notre site web, si vous voulez le visiter, il est dans le coin droit, donc www.rise3lab.ca. Donc, sur ce, je vous remercie de votre écoute, puis j'espère qu'il reste quelques minutes pour les questions. Merci beaucoup, Monsieur Fontaine, pour votre présentation. Je pense qu'on a bien pu voir à travers ça, non seulement toute la pertinence de la science de la mise en œuvre, mais aussi toute la distinction avec ce qu'on connaît peut-être plus on pourrait dire les essais contrôlés randomisés plus traditionnels. On va aller évaluer l'efficacité d'intervention. Là, on voit vraiment tout ce qui peut se dessiner entre une intervention qui est efficace et son implantation en pratique clinique. Je pense que vous avez aussi bien fait ressortir la multitude de stratégies qui existent pour implanter une nouvelle pratique. Je pense que c'était très, très impressionnant à voir. Je pense plus de 70 stratégies qu'on a pu voir. Je pense que vous avez donné aussi des outils très, très concrets pour guider un peu l'implantation des nouvelles pratiques en milieu clinique. Votre présentation, je pense qu'elle a fait énormément réagir les gens. Et pour les gens qui nous suivent, simplement vous dire, vous êtes près de 130 en ce moment qui sont connectés. On a énormément de questions dans le chat qui sont rentrées. Donc, si malheureusement, votre question n'est pas posée, comme Guillaume vous l'indiquait, vous pouvez visiter son site Internet ou lui écrire aussi directement par courriel pour lui poser votre question. On va essayer quand même d'en prendre quelques-unes pour le moment. Une des questions qu'on a eues, justement, vous nous avez montré un peu toute la complexité ou la démarche qui entoure l'implantation d'une nouvelle pratique en milieu clinique, même lorsqu'on sait que cette pratique-là elle est efficace.
Puis on a un participant qui se demande justement les gens qui devraient un peu piloter ou qui devraient mener ce processus-là d'implantation de nouvelles innovations en milieu clinique. Est-ce que ces gens-là devraient avoir certaines caractéristiques? Est-ce qu'on pourrait penser à un nouveau type, par exemple, de professionnel de la santé ou une certification pour ces gens-là? Comment est-ce que vous voyez ça? Ce serait qui ces meilleures personnes-là pour implanter des nouvelles pratiques, du moins auprès des infirmières dans les milieux cliniques? Moi, je crois que puis ça s'applique à l'ensemble des professionnels de la santé. Là, je pense qu'on devrait vraiment développer dans le sein de nos institutions un rôle de praticien de la mise en œuvre. Donc, toutes les conseillères cadres, les conseillers en soins infirmiers, les directions qui ont vraiment un oversight sur la qualité des soins, pour moi, il y a un grand bénéfice à utiliser, mobiliser ces outils-là en sens de la mise en œuvre. Je pense qu'on devrait vraiment développer ça. Pour ce qui est des personnes qui devraient mener justement les projets, ben, je pense que c'est des personnes justement dans ces positions-là, avec les outils appropriés dont on a discuté. Mais oui, mais ça dépend du contexte aussi organisationnel puis des ressources qui sont disponibles. Donc, on entend c'est là peut-être des nouveaux, on peut dire, praticiens de la mise en œuvre. Sinon, comme vous le dites, peut-être que les conseillers cadres en soins infirmiers seraient des personnes qui, pour le moment, seraient bien positionnées pour mettre en œuvre ces changements. On a une question qui nous vient d'un spectateur qui nous demande, en fait, pour certains changements de pratique, il peut y avoir des fois une dimension, qu'on pourrait dire, socio-culturelle qui est très, très importante, qui va venir influencer les pratiques que les gens vont adopter. Et il dit, malheureusement, aussi dans certains systèmes de santé, il y a un sous-financement qui est très, très important. Donc, comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on veut implanter des nouvelles innovations puis qu'on sent qu'on n'a pas nécessairement toutes les ressources humaines, matérielles, financières pour mettre en place un changement, puis qu'on a l'impression que ce changement-là serait peut-être pas nécessairement en essayant de transmettre des nouvelles connaissances, mais qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un contexte socio-culturel qui est plus complexe puis qui entoure ça. Premièrement, il faut s'intéresser justement au problème. Puis le problème en tant que tel, c'est quoi? C'est quoi le evidence to practice gap qu'on veut combler? Par contre, justement, des fois, il y a des enjeux, il y a des barrières socioculturelles, il y a des barrières sociopolitiques à la mise en œuvre de certaines interventions. Moi, ce que je dirais, c'est que, premièrement, on ne peut pas adresser toutes les barrières. Hein. C'est pas, on évalue toutes les barrières, puis on adresse toutes les barrières, parce que là, on en a pour les 10 prochaines années. Donc, il faut y aller aussi avec ce qui est, premièrement, faisable à adresser comme barrière. Ça, c'est une chose. Puis ensuite, on peut considérer. Puis aussi, il y a différents runways. Donc, parfois, pour un certain projet, on peut avoir un horizon temporel de 5 ans. Puis, dans certains contextes, on a un horizon temporel de 1 an. Puis, dans le contexte où est-ce qu'on a un horizon temporel de 1 an, on doit y aller avec des quick wins ou avec c'est quoi le low-hanging fruit, là, la pomme un peu qui est la plus accessible. Puis des fois, ça peut vouloir dire que certaines barrières sont adressées maintenant, puis on continue à travailler sur d'autres barrières en parallèle. Donc, les facteurs socioculturels, on peut quand même déployer certaines stratégies d'influence avec les parties prenantes, par exemple, auprès des personnes qui prennent des décisions ou les politiciens aussi. Donc, on entend cette idée-là de peut-être, on va dire comme ça, choisir des fois ses batailles, de voir aussi au niveau de la faisabilité, qu'est-ce qui est le plus faisable d'adresser peut-être en priorité, tout en sachant que dans ce monde, parfois, on ne peut pas nécessairement tout adresser les différentes barrières qu'on aurait identifiées dans les premières étapes d'un tel projet. Je vais un peu rapidement, parce qu'on a d'autres questions qui continuent à rentrer. On a une question d'une participante qui se questionne un peu sur, là, on parlait d'implanter une nouvelle pratique, de mettre en œuvre une nouvelle pratique. Puis elle se questionne, une fois qu'une nouvelle pratique est implantée, est-ce qu'on en sait un peu sur comment est-ce qu'on maintient en place une nouvelle pratique? Donc, une fois qu'elle est là, est-ce que c'est un peu les mêmes stratégies ou c'est une autre littérature? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Oui, il y a beaucoup de littérature sur la sustainability, donc la durabilité de la mise en œuvre. Ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas penser à la mise en œuvre comme quelque chose qui commence puis qui finit. Parce que si on fait ça, ça peut être assez difficile. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que faut juste penser à la durabilité de notre effort de mise en œuvre dès le début lorsqu'on commence à planifier nos choses. Si on sélectionne 5 stratégies de mise en œuvre, par exemple, puis on dit on commence à mettre notre intervention clinique en œuvre avec ces 5 stratégies-là, lesquelles de ces stratégies-là on va maintenir par la suite une fois que le premier mois, les premiers 3 mois, les premiers 6 mois sont passés pour que l'intervention continue d'être déployée? Est-ce que, par exemple, ça veut dire qu'on va continuer d'avoir un système de monitorage de la qualité pour telle intervention? Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à faire des rappels sur l'ordinateur, par exemple, à propos de telle intervention pour les infirmières ou les médecins? Donc, quelles sortes de stratégies parmi le package initial vont continuer d'être déployées pour la durabilité de la mise en œuvre? Puis ça, c'est quelque chose qu'on devrait considérer dès le départ
pour la durabilité. Mais oui, il y a beaucoup de littérature sur ça également. Euh, donc, en gros, les stratégies pour la durabilité puis sustainability font partie de la liste des 73, mais ça veut juste dire ce serait lesquelles qu'on choisit exactement. Donc, d'avoir cette réflexion-là dès le départ pour le maintien, justement, des changements à plus long terme. On a une question qui nous vient d'une participante qui se questionne cette fois-là sur, on pourrait dire davantage les facteurs humains derrière la mise en œuvre d'une nouvelle intervention, d'une nouvelle innovation. Elle se questionne un peu, d'après ce que vous avez vu dans les scripts de tout ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a des caractéristiques, on pourrait dire, là, davantage personnelles, pas nécessairement professionnelles, sur le plan des leaders ou des gestionnaires ou des gens qui vont prendre en charge l'implantation d'une nouvelle pratique, qui pourraient peut-être nous informer de elle nous parle de mindset, quel type peut-être de personnalité est-ce qui est peut-être plus à même de pouvoir amener un changement de pratique dans les milieux de soins. C'est certain que de ce que j'ai vu, c'est que des personnalités qui sont plus axées, qui sont plus dynamiques, puis qui sont plus axées sur l'agilité. Donc, je dirais que les personnalités qui sont très psychorigides, c'est peut-être pas la meilleure des choses pour faire en sorte qu'on a l'agilité requise pour promouvoir une implantation qui est soutenue. Donc, d'avoir des personnalités des types de personnes qui sont justement très agiles dans leur mindset, qui s'ajustent avec les données, qui sont axées aussi sur la collecte des données. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec les données? J'ai vu une question dans le chat, par exemple, qui était qu'est-ce qu'on fait avec les données? C'est important aussi. On a des données d'audit, mais après ça, on fait quoi avec ces données-là? Donc, d'avoir un mindset qui est orienté avec une approche agile qui est axée avec les données collectées, je pense que c'est aussi vraiment important pour ajuster le processus de mise en œuvre, puis le succès de ces projets-là. Donc, on entend cette idée-là d'agilité. Peut-être une dernière question pour vous. On a un participant qui se questionne à savoir, bon là, vous nous avez parlé d'autres revues systématiques portées plus spécifiquement dans la profession infirmière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu peut-être sur les autres professionnels de la santé? Est-ce que vous pensez qu'on aurait des résultats similaires si on allait voir au niveau de la profession, par exemple, médicale, ou est-ce que vous pensez que ce serait une littérature un peu différente, d'autres considérations? C'était très intéressant. Donc, on a fait des parallèles dans l'article. Si vous voulez lire l'article dans la discussion, on a fait les parallèles des résultats qu'on a obtenus, nous, dans le cadre de la revue systématique pour la pratique infirmière, avec les revues systématiques qui ont été faites auprès de tous les professionnels de la santé ou des médecins pour chacune des types de stratégies. Globalement, c'est similaire. Globalement, c'est très similaire, les effets. Euh, une des nuances que j'ai apportées, c'est par rapport à l'audit et à la rétroaction, qui est plus incertain. Les effets sur la pratique infirmière, peut-être avec des mécanismes de normes sociales, des choses comme ça, qui fonctionnent différemment que quelqu'un qui pratique de manière autonome comme un médecin. Puis sinon, il y a peut-être d'autres petites nuances, mais globalement, les effets sont similaires, je dirais. Merci beaucoup, M. Fontaine, pour votre présentation. Merci également pour toutes vos réponses à nos questions. Comme je vous l'indiquais au départ, on a eu énormément de questions qui sont rentrées. Vous êtes beaucoup à nous suivre en direct. Donc, si jamais votre question n'a pas pu être répondue, je vous encourage à écrire directement à M. Guillaume Fontaine à l'adresse courriel qui est présente sur la page de l'événement ou sinon en visitant son site Internet, dont le lien se trouve également sur la page de l'événement. Pour notre part, donc, ça met fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Merci encore, M. Fontaine, d'avoir été avec nous. Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis en direct. Je vous lance une invitation comme ça. Donc, au RISIC, on organise des activités à chaque semaine. Et notre prochaine activité aura lieu mardi prochain, dans une semaine exactement, donc mardi le 29 octobre 2024. Et c'est une activité qui va être animée par Mme Camille Savoie, qui est professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et qui va venir nous parler de conduite automobile et de sécurité routière d'intervention auprès de la personne âgée et de leurs proches. Vous pouvez vous inscrire à cette activité-là ainsi qu'à nos autres activités en visitant notre site Internet au www.risic.com. Simplement, vous mentionnez également l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui va être déposé également de manière intégrale sur notre site Internet dans les prochains jours. Donc, vous allez pouvoir le révisionner gratuitement et librement à votre guise. Donc, merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis en direct. Merci encore une fois à vous, M. Fontaine, pour votre présentation et vos réponses à nos questions. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un nouveau webinaire sur RISIC.